Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle de l'anglais. On en a déjà parlé de l'anglais et des langues étrangères, mais de l'anglais en particulier, comme un élément crucial lorsqu'on veut être un cadre supérieur qui réussit. Et on en parle avec Charlie Gaillard. Bonjour Charlie. Bonjour. Ravi de vous revoir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau il y a quelques semaines pour un débat. Fondateur CEO de Bigger. Exactement. Quelques mots sur Bigger, c'est quoi? Vous n'êtes pas une agence de recrutement, mais vous faites de la chasse d'indépendants vers des entreprises qui les recherchent. Alors c'est ça, c'est un service de mise en relation entre des entreprises et des talents, que ce soit des salariés, donc là effectivement on travaille comme un cabinet de recrutement traditionnel, ou des talents indépendants, donc effectivement des freelances. Alors, arrivons au sujet de notre échange. Vous avez parfois des entreprises qui recherchent le mouton à 5 pattes, mais en général, dans les critères, c'est à minima de maîtriser l'anglais. Ça, c'est rédhibitoire. Effectivement, ça devient un prérequis pour de nombreux emplois, et notamment dans le secteur des services. Donc en fait, il y a plusieurs caractéristiques qu'on retrouve dans les entreprises qui cherchent vraiment des talents qui sont anglophones. La première, ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise. Donc ce qu'on appelle les startups sont assez friands effectivement de talents anglophones. On a également la couverture géographique, bien sûr. Donc là aussi, on a des grands groupes qui travaillent, y compris francophones, à l'étranger. Donc je pense par exemple à Hermès. Et puis on a bien sûr la culture d'entreprise. Et donc ça, c'est vrai que c'est trois éléments qu'on retrouve qui peuvent avoir une influence directe sur la nécessité ou non d'être anglophone dans leur recherche. Alors Charlie, il faut préciser qu'il y a certaines entreprises, en France, même françaises, où on ne parle qu'anglais à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire par la culture de l'entreprise, par le caractère international. Ça veut dire qu'automatiquement, si on n'a pas cette langue dans sa besace, on n'a aucune chance d'accéder à ce type de poste. On est bien d'accord? Tout à fait, et ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'il y a certaines fiches de poste qui sont rédigées en anglais et qui sont publiées en anglais. Moi, les choses sont claires. Donc, effectivement, c'est un prérequis. Il faut, pour comprendre le périmètre du poste, être anglophone. Et c'est vrai que ça crée aussi une barrière à l'entrée pour certains types de talents qui ont potentiellement beaucoup de choses à offrir à ces entreprises-là, mais pour lesquels ce sera un vrai frein s'ils n'arrivent pas à effectivement avancer sur ce point-là. Vous réussissez à convaincre des clients ou sur ce sujet-là, vous abdiquez? C'est-à-dire quand votre client vous dit c'est l'anglais obligatoire, mais vous lui dites attention, là on a le cadre, non, il n'y a pas possibilité de négocier, c'est non négociable cette question de l'anglais. Alors le marché en ce moment est très pénurique, donc ça nous aide effectivement parfois à convaincre que ce critère peut être optionnel ou en tout cas pas de première importance par rapport à d'autres critères. Mais malgré tout, comme vous le dites, c'est assez compliqué parce que quand ça fait partie de la culture d'entreprise, finalement, de ne pas parler anglais, c'est aussi se mettre au banc du reste de la société. Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'avec le Covid, de plus en plus, on fait des réunions en visio, on a généralisé le télétravail, et donc en fait, c'est assez facile d'intégrer dans ces réunions-là des collaborateurs qui potentiellement sont à l'étranger, ce qu'on ne faisait pas avant. Et donc, ça rend aussi beaucoup plus difficile l'intégration de collaborateurs qui ne parlent que français et qui vont avoir du coup une vraie difficulté à s'intégrer dans la réunion. Non, ma question était double, c'est à la fois l'impossibilité d'entrer dans un poste intéressant parce qu'on ne maîtrise pas l'anglais, mais est-ce que l'entreprise de son côté ne peut pas dire on fait l'effort de le prendre, mais par contre il est dans l'obligation contractuellement, j'allais dire, de s'engager 6 mois à suivre sur ses temps libres, 2 heures par jour, des cours d'anglais. Enfin, je veux dire, est-ce que ça se négocie ça en ce moment? Alors la formation, oui bien sûr, c'est un vrai sujet et les entreprises sont prêtes à accompagner les talents quand elles jugent qu'effectivement ils ont tous les critères et qu'il manque simplement l'anglais. Elles peuvent les accompagner. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, que ce soit d'ailleurs des dispositifs de l'entreprise ou externes à l'entreprise. On peut penser par exemple au compte personnel de formation, on peut penser au crédit d'impôt pour les salariés à domicile. Beaucoup utilisé pour la langue, le CPF. Tout à fait, exactement. C'est pareil, parfois on a peu sur son compte, mais c'est souvent qui permet de déclencher une formation en anglais, par exemple. Et d'ailleurs, même quand des salariés souhaitent évoluer dans leurs compétences ou peut-être même quitter l'entreprise. Donc le conseil que vous nous donnez, parce que c'est vrai que vous avez une vue aussi sur le marché, sur ce que cherchent les entreprises et le niveau de ceux qui se présentent chez vous, chez Bigger, il faut quoi? Il faut se former quand même, il faut ne pas hésiter lorsqu'on décide de bouger, de se lancer dans une formation pour être prêt. C'est un vrai sujet, donc il faut effectivement le prendre en main. Ce qu'on constate, c'est que la première difficulté, c'est de s'auto-évaluer.
comment on évalue notre niveau de langue. Donc on va sur Internet, on fait des tests. On peut essayer, effectivement. Il y a des référentiels qui existent, Ah oui. notamment des référentiels européens maintenant. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est que tout le monde dit anglais courant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, anglais courant? Ça, c'est déjà une première question. Et puis après, il y a aussi les attentes des entreprises. C'est-à-dire que quel est le niveau attendu par l'entreprise? On a certaines entreprises pour lesquelles il faut simplement être en capacité de comprendre des emails, de l'écrit, ou pourquoi pas même une réunion. Alors que pour d'autres postes ou dans d'autres entreprises... C'est de la réunion orale. Exactement. Et de la présentation. Animer. Et animer, c'est quand même un autre sujet. Il faut avoir une vraie capacité, une vraie confiance dans son niveau d'anglais pour pouvoir le faire correctement. Sur les métiers que vous rencontrez et les entreprises, je vois que l'anglais est très demandé, mais il y a d'autres langues aussi. Est-ce que, par exemple, qui est une langue qui est très pratiquée aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que l'espagnol, par exemple, commence à faire partie des langues où on se dit on en a besoin? Oui, l'espagnol, c'est vraiment la langue qui est juste derrière l'anglais. L'allemand et l'espagnol, c'est deux langues qui sont quand même beaucoup recherchées par nos clients. Ouais. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, parce qu'on se posera la question tout à l'heure dans notre débat sur l'orthographe, la faute à qui? C'est vrai qu'on dit que la France, par rapport à certains pays du Nord, même à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à la Suède et quelques autres, la France n'est pas un bon élève en matière d'anglais. Les Français ne sont pas si bons que cela en anglais. Ça vient de quoi? On est latin, donc on... Alors, c'est vrai qu'on voit que les pays, on va dire, du Sud ont plus de difficultés avec les langues étrangères. Et c'est vrai que pour nous, Français, c'est très difficile de se former. Après, il y a aussi le système éducatif. On commence à avoir un apprentissage de langue qui est finalement assez tardif par rapport justement, par exemple, aux pays nordiques qui commencent vraiment à la maternelle à avoir des cours en anglais. Donc il y a des choses qui ont été mises en place comme les filières européennes où on a nos cours d'histoire par exemple en anglais. Donc ça, tout ça va dans le bon sens. Filière internationale, filière européenne. Exactement. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut le généraliser et puis donner accès aussi à ces écoles qui sont souvent très demandées, très recherchées, parfois privées. Un peu élitiste, on peut le dire. Exactement. C'est un peu le sujet. Donc sur la méthodologie, avant de nous quitter, il y a quand même un vrai sujet éducatif parce que là, j'imagine que vous récupérez ces cadres et qui vous disent ah oui, mais si je suis pas bon, c'est que j'ai pas fait assez d'oral, c'est que globalement on m'a pas poussé à être à l'oral, alors que le modèle aux États-Unis par exemple, c'est on rentre en classe et immédiatement on s'exprime à l'oral, que ce soit dans la langue du pays ou dans la langue étrangère qu'on apprend. Notre méthodologie est pas bonne. Enfin, je sais pas comment vous regardez ce sujet, mais c'est vrai. Et je pense aussi qu'on a une posture qui est très française, c'est-à-dire qu'on n'ose pas. C'est-à-dire que finalement, on le voit quand on a deux candidats, un candidat qui ose et qui peut-être n'a pas un anglais parfait, que ce soit en termes de vocabulaire, il se jette, quoi. Mais il se jette, il va progresser et il arrive à se faire comprendre. Et un candidat qui peut-être a un anglais parfait, mais qui n'ose pas finalement, qui s'est muré parce exactement, qui a cette peur, cette crainte de l'autre. D'où l'importance de faire de l'oral, quand même. Exactement. Et en fait, ça, dans les formations, et d'ailleurs c'est pour ça que je parlais aussi du crédit d'impôt pour les salariés à domicile, c'est qu'en fait, de faire venir un professeur à domicile avec le crédit d'impôt, ça peut finalement être assez rentable, entre guillemets, par rapport à un parcours académique où on va pas trop parler, être beaucoup dans la théorie. Ou même les cours en visio. Exactement. C'est-à-dire un déjeuner à distance qui permet de pouvoir discuter avec quelqu'un à l'autre bout du monde. En plus, pour certaines, c'est gratuit. Et on peut se former pour apprendre les mots de vocabulaire aussi communs et courants de l'entreprise. Ça, c'est quand même pas très utile. Ou avec des collègues. Oui, ou avec des collègues. Justement, des collègues à l'étranger. Dans une filiale. Exactement. Avant de nous quitter, quand même, j'en profite, vous êtes là à portée de main. Qu'est-ce que vous disent les entreprises là, dans le contexte dans lequel on est? Elles sont dans une phase de recrutement intensif. Est-ce qu'on commence à vivre les effets de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'il y a comme ça une inquiétude qui est un peu mêlée à un Covid, élection présidentielle, crise en Ukraine? Qu'est-ce que vous disent vos clients? Ce qu'on constate, c'est que les délais de prise de décision s'allongent. Ce qui n'est pas très compatible, donc côté entreprise, ce qui n'est pas très compatible avec un marché qui est déjà pénurique. Donc le marché est déjà un petit peu bloqué par finalement une demande qui est supérieure à l'offre. Et on est un peu attentiste. Exactement, il y a un peu un attentisme qui se met en place. Et donc ça continue d'enkyloser justement un petit peu ce marché de l'emploi. Donc c'est vrai qu'on attend un petit peu de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais voilà. Et l'anglais d'ailleurs sur ce sujet-là est aussi un vrai sujet parce que dans un marché qui est plus globalisé, les entreprises face à une pénurie de talents peuvent aller adresser d'autres marchés, comme les talents il peut y avoir une fuite de talents. Oui, parce que ça fait 2 fois que vous nous le dites, et je trouve que ce point est intéressant, c'est que dans la manière de recruter, maintenant, grâce à l'idée qu'on peut travailler très loin et être toujours intégré dans une entreprise, rien n'empêche l'entreprise d'aller chercher des Suédois, des gens des Pays-Bas, qui savent commercer, savent parler anglais. Après tout, ça ouvre les champs. Et inversement, le candidat peut aussi travailler en Allemagne ou peut travailler en Amérique du Sud. Donc ça crée des opportunités, mais aussi une concurrence. En tout cas, là, vous ressentez une certaine fébrilité des recruteurs qui attendent de voir la rentrée, si j'ai bien compris. C'est ça, ils temporisent. On est sur le tempo de la rentrée de septembre, là. C'est ça, donc je pense qu'on va avoir un été qui, à l'inverse, va être assez chargé justement pour préparer cette rentrée, puisqu'on ne peut pas arrêter tous les projets dans les entreprises.
Évidemment. Merci d'être venu nous rendre visite, Charlie Gaillard, fondateur CEO de Bigger, qui est un acteur de mise en relation entre consultants indépendants et grands comptes. Tiens, d'ailleurs, il nous reste un tout petit peu de temps. Les indépendants par rapport aux salariés, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une poussée du désir du statut d'indépendant? C'est-à-dire que beaucoup disent, mais moi je veux bien aller bosser dans l'entreprise, mais plus comme salarié. Alors oui, ça c'est indéniable. Il y a un vrai mouvement de fond qui s'amplifie, qui a été amplifié par la crise du Covid, qui continue de s'amplifier. Et effectivement, comme le marché est justement très pénurique, des gens qui trouvent du boulot assez facilement s'ils sont qualifiés. Merci Charlie Gaillard, fondateur de Bigger. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Smart Philo. C'est important de faire de la philo et on en parle avec Jean Maty. Il est notre invité cette semaine.